Merci, Monsieur le Président. Comme cette audition est consacrée aux sociétés en Afrique, je voudrais, moi, vous parler des femmes africaines qui représentent la moitié de la population du continent. Elles jouent un rôle central dans le développement de l'Afrique. Elles ont également un impact significatif dans de nombreux domaines tels que l'éducation, les soins de santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat ou encore la politique. Toutefois, elles sont encore confrontées à de nombreux obstacles qui les empêchent d'être pleinement impliquées, d'avoir un impact sur le développement de l'Afrique. Sur le volet d'éducation, les hommes et les femmes ne sont toujours pas égaux en Afrique. Sur le volet du développement économique, les femmes africaines stimulent la croissance économique, créent des opportunités d'emploi, encouragent l'innovation, mais peu sont à des fonctions de direction, de gouvernance au sein des entreprises. Autre enjeu, la santé des femmes, qui représente un aspect essentiel du développement de l'Afrique, l'amélioration de l'accès à des services de santé de qualité et notamment aux droits en matière de procréation, aux soins de santé maternelle est essentiel pour le bien-être des femmes et le progrès sociétal en général. Et enfin, la participation à la vie politique, des femmes à la vie politique, est elle aussi cruciale pour favoriser des processus décisionnels inclusif et un développement durable. Alors, membre de la délégation aux droits des femmes, j'aimerais recueillir votre analyse sur la place des femmes en Afrique, leur contribution au développement de leur pays, sur la diversité des situations selon les zones du continent africain. Et une dernière question un petit peu plus peut-être spécifique. Quel rôle, selon vous, joue la religion sur cette place des femmes au sein des sociétés africaines? Dernière question, selon vous, comment la France peut-elle accompagner au mieux les femmes à prendre toute leur place au sein des sociétés africaines? Je vous remercie. Une question très importante, c'est celle du rôle des femmes. Et lorsqu'on parle de l'Afrique du Nord, c'est quelque chose de véritablement décisif. Si ces révolutions arabes de 2011 ont pu être aussi marquantes, ont pu être un véritable tournant, ont pu marquer une rupture épistémologique, c'est parce qu'elles étaient en grande partie des révolutions menées avec ou par des femmes. Ce sont des mouvements syndicalistes, des mouvements féministes tunisiens, des universitaires femmes qui ont été à l'avant-garde de ce mouvement. Et ce qui était significatif, c'est que ces femmes s'efforçaient de conjuguer le combat nationaliste, le combat contre les régimes autoritaires et dictatoriaux, avec le combat pour une émancipation sociale et économique et une émancipation notamment des femmes. La Tunisie avait un long historique. C'est l'un des premiers pays à avoir donné à la femme la pilule contraceptive 10 ans avant la France. C'est également un pays qui a autorisé l'avortement dès 1965 en Tunisie, Habib Bourguiba, donc 10 ans avant la loi Veil en France. Donc il y a une longue histoire, un héritage qui consiste à donner le pouvoir aux femmes, et lorsque les femmes prennent ce pouvoir, elles peuvent faire basculer ces sociétés. Il y a un risque parfois, cela dit, à prendre en considération, c'est celui de la mise en place d'une sorte de féminisme d'État, c'est-à-dire où on dirait l'épouse du président de la République, Madame Ben Ali, va elle-même patronner la question des droits des femmes, etc. Et là, ça peut être extraordinairement contre-productif. Le modèle auquel il faut revenir, c'est le modèle qui a émergé en Égypte dans les années 20, lorsqu'une femme admirable qui s'appelait Hoda Sha'rawi s'est installée sur la place Tahrir du Caire en 1923, a arraché son voile, elle a dit « je veux être féministe, je veux être journaliste », elle a créé et contribué au lancement de plusieurs grands journaux, notamment de langue française. Elle a créé l'Union des femmes arabes. On était 5 ans avant la naissance des frères musulmans. Si les frères musulmans sont montés en puissance, c'est parce qu'ils étaient en train de réagir à la percée de ces mouvements libéraux, démocratiques, féministes, progressistes dans cette partie du monde. Donc, il y a un historique extrêmement important dans lequel on pourrait puiser, l'historique de ce qu'on appelle la Nahda, la Renaissance arabe, dès la moitié du 19e siècle, le milieu du 19e siècle, de grands intellectuels, hommes et femmes,
ont mis cette question au centre, la question de la citoyenneté et de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Boutros El-Boustani était un grand intellectuel libanais qui a dit que c'est par la citoyenneté et par l'émancipation des femmes que viendrait le libéralisme et la démocratie dans le monde arabe. Donc c'est en effet à travers ce levier que doit se mener le combat politique, à condition d'éviter toutes sortes de récupération politique. Et vous avez ajouté une question subsidiaire qui est très importante, et quel est le rôle de la religion? Alors, en effet, on a tendance en Occident à percevoir ces sociétés comme étant monolithiques, à penser que parce qu'il y a des courants islamo-conservateurs très présents, le rôle des femmes sera par définition marginal. Or, on peut s'appuyer sur l'histoire pour dire qu'il y a à côté de ces courants islamo-conservateurs des courants libéraux et progressistes qui ont insisté sur le rôle que doivent jouer les femmes, et à l'intérieur même des mouvements islamo-conservateurs, il y a des femmes qui se servent de certaines interprétations du Coran pour dire aux hommes la vision machiste patriarcale que vous nous imposez, elle ne vient pas des textes religieux eux-mêmes. Au contraire, les textes religieux étaient une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est vous, les hommes, et notamment l'interprétation qu'on a donnée à certains versets du Coran et à certains hadiths qui vous ont permis de perpétuer la domination masculine. Donc aujourd'hui, si on s'appuie à la fois sur celles qui, issues du contexte islamo-conservateur, luttent pour une émancipation des femmes en s'appuyant sur certains versets plus progressistes du Coran ou sur certains hadiths favorables à l'émancipation des femmes, et d'un autre côté, dans le camp laïque, sur tous les progressistes et les libéraux, je pense que nous pourrons construire une sorte de courant assez significatif qui ne sera pas majoritaire, pour être honnête. Nous n'aurons pas 50% de la population aujourd'hui dans les pays d'Afrique du Nord qui serait entièrement favorable à ce qui avait été voté en Tunisie, une constitution permettant l'égalité totale des droits et des devoirs, qui reconnaissait l'égalité et non pas la complémentarité. Les islamistes avaient initialement essayé de remplacer le mot égalité homme-femme par le mot complémentarité, le parti islamo-conservateur Ennahda. Mais parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la société civile, des féministes, ils ont finalement accepté, et la constitution qui avait été votée en Tunisie était l'une des plus libérales, instaurer la liberté de conscience, le droit de changer de religion, l'égalité homme-femme. Et c'est donc, c'est un peu pour ça que je disais tout à l'heure que ce fut une grande erreur que d'accepter un peu trop facilement ce retour en arrière et de permettre à M. Kais Saied, l'actuel président tunisien, de revenir sur ces énormes acquis qui furent ceux de la décennie d'ouverture démocratique, cette transition qui a été tumultueuse, mais qui a quand même été une parenthèse dans laquelle on pourra puiser à l'avenir. Merci beaucoup pour cette intervention.